En 1812, Napoléon devient empereur d'Europe, en conquérant un territoire qui s'étend de Lisbonne à Moscou. En 12 ans de règne, il gagnera 44 batailles et n'en perdra que 4. C'est l'histoire de sa plus terrible défaite que nous allons vous raconter. Tout a été écrit sur Napoléon, ou presque. Et pourtant, il continue à fasciner les esprits, par-delà les générations. Sa démesure et son rayonnement, encore présent partout dans le monde, m'ont toujours passionné. Et à l'occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo, j'ai voulu plus particulièrement me pencher sur sa chute, et donc sur la plus cinglante défaite infligée à l'armée française durant son règne. Cette bataille, qui a fait plus de 11 000 morts en 12 heures et 38 000 blessés, s'est finalement soldée par une déroute, alors que Napoléon était persuadé qu'elle ne serait qu'une formalité. Ce qui a conduit à la défaite de l'empereur, ce 18 juin 1815, c'est un élément inattendu, un grain de sable qui a fait chuter l'armée française. Grâce à des experts militaires, nous allons découvrir au fil de cette enquête comment le maître de la stratégie s'est fait piéger par un général anglais, Wellington. Bonjour. Ah ouais. Qui a su profiter d'un détail incroyable pour battre Napoléon et modifier ainsi le destin de l'Europe. Au printemps 1815, Napoléon Ier rentre en France, 11 mois après sa première abdication et son exil à l'île d'Elbe. C'est les 100 jours. Il arrive à Paris, il s'installe dans son palais des Tuileries et il sait qu'il a très peu de temps pour vaincre les alliés, les monarchies coalisées qui ont juré sa perte, qui l'ont déclaré hors la loi. Alors il a décidé un véritable coup de bluff. Il se dit que s'il bat la plus forte de ses armées européennes, la plus emblématique d'entre elles, ça va peut-être faire réfléchir les autres. Et la plus forte, c'est l'armée britannique de Wellington. Elle n'est pas très loin de Paris. Elle est en Belgique, l'actuelle Belgique qui était à l'époque le royaume de Hollande, et c'est la célèbre bataille de Waterloo. Alors depuis cette époque, il y a eu beaucoup de théories qui se sont affrontées les unes les autres. Tellement de littérature a été produite sur la bataille de Waterloo. Pourquoi Napoléon a perdu Waterloo? Quel est le grain de sable qui est venu gripper cette mécanique stratégique, tactique, qui était celle de la grande armée? Écoutez ce que dit Victor Hugo dans Les Misérables. Écoutez. S'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, l'avenir de l'Europe était changé. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon pour que Waterloo fût la fin d'Austerlitz. La Providence n'a eu besoin que d'un peu de pluie et un nuage traversant le ciel à contresens de la saison a suffi pour l'écroulement d'un monde. Ça, c'est incroyable. Pour Hugo, c'est clair, c'est ce nuage, en clair cette pluie torrentielle, la veille de la bataille de Waterloo qui transforme le champ de bataille en champ de boue. Pour lui, pour Hugo, et pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, c'est cette pluie torrentielle qui
qui cause la défaite de Napoléon. Alors, on peut s'interroger, honnêtement, la pluie, c'est la même pour la grande armée de Napoléon que pour l'armée de Wellington. C'est la même. Et je veux savoir si ce grain de sable de l'histoire, cet aléa météorologique, est la véritable raison de la fin du Premier Empire. Premier jour de mars 1815, Napoléon débarque dans le Var après 11 mois d'exil sur l'île d'Elbe. Ils sont 900 fidèles seulement à ses côtés, mais après quelques semaines, il peut compter sur plus de 40 000 hommes lorsqu'il entre dans Paris. Et quand il quitte la capitale pour Waterloo, là, c'est 124 000 soldats qui suivent l'empereur. Napoléon, le génie militaire, a de nombreuses fois mis à mal les armées européennes. Depuis la grande campagne d'Italie jusqu'à la bataille d'Austerlitz, en passant par les pyramides d'Égypte, Napoléon a tout gagné, ou presque. À la veille de Waterloo, il a déjà remporté 44 batailles rangées et en a perdu seulement 4. Napoléon est un conquérant et c'est avec l'esprit d'un conquérant qu'il part une nouvelle fois à l'assaut de l'Europe. Mais alors, qui sont vraiment ces hommes qui, après 11 mois d'exil à l'île d'Elbe, ont malgré tout répondu présent à Napoléon? Et quel est l'état d'esprit de la grande armée juste avant Waterloo? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Franck Larrey-Cassou, spécialiste de Napoléon et auteur du livre « Napoléon a toujours raison ». Bonjour Franck Larrey-Cassou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ici. Merci à vous de m'avoir invité. À côté du tombeau de Napoléon. Absolument. Napoléon met 3 semaines à peu près pour parcourir le chemin du Var où il débarque jusqu'à Paris. Il débarque à Saint-Jean le 1er mars et il arrive ici le 20 mars. Le 20 mars 1815. De quelle force est-ce qu'il dispose ici sur le plan militaire? Qui se rallie à lui? Sur qui peut-il compter? Les hommes, la troupe? Alors la troupe, il a déjà formé tout au long de son voyage. Ouais. Il arrive à Paris et c'est comme ça qu'il reprend Paris avec toutes ses troupes. Les anciens royalistes se rallient à lui parce que les grognards se sont déjà ralliés à lui. C'est-à-dire que dès qu'il arrive ici, le 20 mars 1815, les affaires courantes, il les met de côté. Oui. L'urgent, c'est se battre. Absolument, aller récupérer son empire. Il sait très bien que s'il n'arrive pas à récupérer son empire, il se fera encore une fois mettre dehors, si on peut appeler ça comme ça. Donc il faut aller reconquérir pays par pays, c'est sa stratégie au départ, cet empire-là. Dès le 20 mars 1815, il y a l'Europe coalisée dans sa quasi-totalité qui commence déjà à marcher contre la France et Napoléon ne dispose que de 100 000 hommes. C'est perdu d'avance. Comment peut-il vaincre les Européens? C'est sans compter sur le génie militaire, le génie stratégique de Napoléon. Il sait qu'il y a un endroit en Europe, Waterloo, ou en tout cas ces plaines du royaume du Pays-Bas, en Belgique aujourd'hui, qui lui permettront de mettre de côté, justement couper en deux, cette armée des coalisés. Son objectif premier, c'est empêcher la coalition de rentrer en France. Il faut taper fort. Il faut taper très très vite. fort. Et donc, d'emblée, il dirige ces hommes, ces hommes qui l'ont accompagné depuis cette route dans la reconquête entre le Var et Paris. Ouais, absolument. Il les dirige directement vers l'est de la France. Directement. Pour lui, il n'y a qu'une seule route, c'est là-bas que ça doit se passer. Il sait qu'il va pouvoir se battre dans un endroit où tous les hommes de la coalition ne pourront pas se rassembler, normalement. Malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Il y va sûr de lui, peut-être un peu trop sûr de lui, ou est-ce qu'il redoute vraiment cette bataille des Pays-Bas et de Waterloo? Alors, il la redoute pour une chose, non pas parce qu'il n'est pas sûr de lui, effectivement, il est sûr de lui. C'est un trait de Napoléon. Il ne doute jamais, ou quasi jamais. Là, il sait que s'il perd, ça en est fini de son empire et de lui. Il ne reviendra pas une deuxième fois. Napoléon joue donc son va-tout s'il veut reconquérir cet immense empire qu'il a perdu après la campagne de Russie. Cette domination qu'il a exercée sur l'Europe pendant 15 ans, il l'a construite à coups de batailles et de fines stratégies politiques, mais aussi grâce à un parcours militaire jusque-là sans faille. Car Napoléon Bonaparte n'est pas un héritier du pouvoir. Très tôt, le jeune Corse a entamé une carrière militaire, puis il a gravi un à un tous les échelons qui l'ont mené au sommet. Il faut rappeler que Napoléon
est à l'origine capitaine d'artillerie. C'est un artilleur. Comment est l'état de son artillerie? Est-ce qu'il considère que c'est un atout qui peut lui faire gagner cette bataille décisive? Ah, mais il pense qu'il ne gagnera que grâce à elle. Pour Napoléon, la cavalerie n'est là que pour faire diversion et revenir, si tant est qu'il en ait besoin, pour achever ses adversaires. Ouais. Mais il compte sur son artillerie. Il sait qu'avec 80 canons bien placés, Wellington et les Prussiens avec Blücher, avec leur cavalerie, seront décimés. Il n'est pas le seul à avoir de l'artillerie quand même. Non, mais à savoir la disposer telle qu'elle, à savoir s'en servir tel qu'il le fait. Il a 20 ans derrière lui d'artilleur. C'est un capitaine d'artillerie. Il a commencé par là, il a étudié dans ça. Il connaît toutes les stratégies pour l'utiliser au mieux. Et en Europe à ce moment-là, c'est le seul. Alors là, Franck Larécassou, on est obligé de parler de la météo. Il a fait très très chaud les jours avant. Il fait encore très très chaud quand ils arrivent sur Ligny. Et là, il se met à pleuvoir et à faire humide de façon qu'on le voit très rarement au mois de juin, à cette époque-là, en Belgique. Et là, c'est le cas. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils avancent au ralenti. Ça va laisser à Wellington la possibilité d'arranger, lui, ses troupes et de gagner du temps par rapport à toutes les avancées de Napoléon. Mais que je comprenne bien, la pluie, c'est gênant. Pourquoi? C'est gênant parce que on utilise plutôt les chemins pour faire avancer les canons et les grognards, les soldats, eux, marchent dans la boue à côté des chemins, donc c'est épouvantablement lent. Wellington, lui, est arrêté. Ouais. Il est placé. Il n'a plus rien à faire, c'est Napoléon qui attaque. Ouais. C'est à Napoléon à aller prendre position. Comme vous dites, les grognards, tous les artilleurs sont là, ils marchent dans la boue, ils sont fatigués, ils n'avancent plus. Les canons, ils en laissent quelques-uns au passage parce qu'ils n'ont plus la force de les porter. Donc Napoléon arrive au moment de lancer les premières attaques avec une artillerie fatiguée. C'est une époque où on ne s'occupe pas tellement de la gestion des hommes. On ne fait pas du management en 1815. C'est-à-dire que les hommes sont fatigués, ils sont crevés, ils n'ont peut-être pas mangé depuis un moment, et ils se sont tapés des marches forcées, une bataille 2 jours avant. Là, ils sont depuis 2 jours sous la pluie. Bon, la question de la récupération, qui est pourtant importante et stratégique, je ne suis pas certain qu'on s'en soucie beaucoup à cette époque. Non, on ne s'en soucie pas. Surtout Napoléon, dans toutes ses batailles, il a poussé ses hommes à l'extrême. Certains lui reprochent, mais c'est ce qui lui a fait gagner de grandes victoires. Et là, il le fait encore une fois. Il sait qu'il n'a pas le temps. Il y a 200 000 hommes qui l'attendent là. Mais il y en a 700 000 qui l'attendent dans toute l'Europe. Napoléon doit absolument gagner cette nouvelle bataille contre les armées coalisées. Et pour cela, il dispose d'une artillerie extraordinaire, sans doute la meilleure d'Europe. Et pourtant, ses soldats sont épuisés, en partie à cause de cette pluie. Une pluie battante, torrentielle, inhabituelle pour un mois de juin. Et ces 2 jours de pluie, ces 2 jours de déluge, eh bien, vont avoir des conséquences graves. Car les soldats dorment dehors, ils marchent dans la boue jusqu'aux genoux et ils sont épuisés. Comment mener une bataille décisive avec une armée fatiguée? J'ai rencontré un préparateur physique de l'armée de terre. Le chef Michael travaille dans un centre d'aguerrissement qui prépare justement les soldats à résister à l'épuisement extrême. Bonjour, chef Michael. Je le retrouve sur ce qu'on appelle une piste d'audace. J'imagine, chef Michael, que les conditions dans lesquelles arrivent les soldats français à Waterloo sont pas anodines. Ils ont marché en 2 jours et 2 nuits 80 km. Ils n'ont pas dormi, je ne sais pas s'ils ont mangé. Et avant d'arriver en Belgique, ils avaient marché des centaines et des centaines de kilomètres pour venir des Pyrénées, des Alpes, de Moselle, d'un peu partout. Donc, je sais pas, mais ils doivent être totalement fatigués, rincés. Ah, ils doivent être totalement épuisés, surtout qu'ils n'avaient pas la préparation physique que l'on a à l'heure actuelle. Leur équipement devait être bien moins adapté que ce qu'on a aujourd'hui. Là, on parle quand même à Waterloo de soldats, de fantassins, qui ont des poids de 40 kilos. Ça se fait encore en opération 40 kilos sur le dos? À l'heure actuelle, oui. Entre le casque, la protection balistique, le sac à dos avec dedans un fond de sac qui va être de 24 à 48 voire 72 heures. Il faut compter aussi l'armement. L'armement, ça pèse son poids. On a le FAMAS, plus l'équipement qu'on porte. Effectivement, le poids peut être plutôt important. Oui. 2 jours de marche, 40 kilos sur le dos, ils arrivent exténués. Comment fait-on aujourd'hui, 2 siècles plus tard, pour concilier opération guerre et sommeil nécessaire pour les combattants? Tout commence avec l'entraînement, où on va donc faire des marches de nuit de plus en plus longues.
On va travailler tout ce qui est observation, où justement on va s'entraîner un peu à la dette de sommeil. Et puis ensuite, il y a des techniques qu'on utilise, les techniques d'optimisation du potentiel, justement qui permettent de réguler justement le sommeil, de trouver des moments pour récupérer en fait. 80 km sous la pluie, dans la boue, avec 40 kilos sur le dos. La pluie. C'est la pluie qui a mis beaucoup de désordre dans la Grande Armée. J'imagine que pour un combattant, c'est un redoutable ennemi, la pluie. La pluie, les conditions climatiques, effectivement. Bon, quand on marche, on ne ressent pas trop l'effet de la pluie puisqu'on dégage de la chaleur, on est actif. Mais après, effectivement, lorsqu'on s'arrête, on fait un peu plus attention aux sensations. Effectivement, la pluie, l'humidité, le froid, bah forcément, ça joue énormément sur le psychologique et aussi sur le physique. Avec le froid, les risques d'hypothermie. 80 km de marche avant d'arriver sur un théâtre d'opération, sur une bataille. C'est quand même des trucs de fou qu'on ne fera plus aujourd'hui. Je pense pas que ce soit des choses qu'on puisse rencontrer encore à l'heure actuelle. C'est vraiment, 80 km, c'est vraiment extrême. Quoi qu'il en soit, si on devait parcourir des distances très longues, toute la préparation avant cette mission, elle serait progressive justement pour pouvoir réaliser cette distance avec le plus de facilité possible et en arrivant dans les meilleures conditions pour la bataille. C'est entendu, la Grande Armée, l'armée française, arrive à Waterloo épuisée, à bout de souffle. Mais cette pluie diluvienne est-elle vraiment responsable de la défaite de Waterloo? Je décide de me rendre sur les lieux de cette grande bataille, au cœur du site qui a été le théâtre de ce bouleversement historique. Mais avant de me rendre sur le champ de bataille lui-même, eh bien, je passe au musée du général Wellington qui se trouve à quelques kilomètres. Et c'est dans l'ancien poste de commandement du général britannique qui a provoqué la chute de l'Empire napoléonien que je retrouve Alain Lacroix, guide et très grand connaisseur du site de Waterloo. Bonjour Éric Brunet. Bon, alors ça y est, nous voilà dans le quartier général de Wellington. Exactement, ça a été le premier général britannique qui est parvenu à battre de manière régulière les généraux et les maréchaux français au Portugal et en Espagne. Ce qui est fabuleux, c'est que Napoléon et Wellington, qui vont se retrouver face à face le 18 juin 1815, ont le même âge. Exactement. 46 ans tous les deux. 46 ans, oui. Mais ils ont tout de même de grosses différences. Le bonhomme ici, sa grâce, le duc de Wellington, c'est un aristocrate. C'est quelqu'un qui est dans une forme physique remarquable. Un ascète. C'est un ascète, très dur de caractère, très dur avec lui-même, très dur avec les autres. Mais il est respecté parce qu'il est efficace, c'est un bon stratège et il a démontré, en Espagne, en Portugal, qu'il était capable de battre des troupes de Napoléon. Napoléon, c'est un excellent stratège, c'est le meilleur stratège au monde, ça même Wellington le reconnaît, mais ici, à Waterloo, il n'est pas en forme. C'est quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui est devenu obèse, il est fatigué, il n'a pas beaucoup dormi, il a beaucoup voyagé, il n'a pas beaucoup dormi, il a des hémorroïdes. C'est un petit détail, mais des hémorroïdes et aller à cheval, c'est pas très compatible. Donc il s'assied sur une chaise avec une botte de paille et il explique à ses généraux, ses maréchaux un petit peu ce qu'il faut faire. Il n'est pas au milieu de ses troupes à cheval pour se montrer. C'est important. En période de crise, un manager doit se trouver au milieu de ses employés. Eh bien, en période de guerre, le général doit être au milieu de ses hommes. Il ne l'a pas fait. Et ça a été une première différence qui était en faveur de Wellington. Napoléon se prépare donc à combattre les armées coalisées. 2 jours avant la grande bataille, il va mettre en place sa stratégie, battre une armée après l'autre. L'armée française se scinde donc en 2 parties. D'un côté, le général Ney qui affronte les Anglo-Hollandais de Wellington dans la bataille des 4 bras, et de l'autre, Napoléon et Grouchy qui affrontent l'armée prussienne de Blücher à Ligny. Napoléon envoie 2 de ses maréchaux attaquer séparément les 2 armées, les Prussiens et les Anglais. Tout à fait. Et il va prendre en fait 2 batailles. L'initiative d'attaquer les Prussiens lui-même. C'était Grouchy qui commandait, mais en fait c'est lui qui a donné les ordres d'attaque, etc. Ça se passe à Ligny, donc 2 jours avant Waterloo. Ça se passe à Ligny, c'est la dernière victoire de Napoléon. Napoléon met les Prussiens en déroute 2 jours avant Waterloo. C'est pas en déroute, c'est une défaite pour les Prussiens, mais ils ne sont pas en déroute. Napoléon imagine qu'ils sont en déroute, et il va croire
que le vendredi soir et le samedi, les Prussiens vont rentrer en Prusse, c'est-à-dire vers le nord-est. Que nenni, ce que Blücher va faire, il va remonter vers le nord en gardant une distance de 15 km environ avec les troupes alliées pour pouvoir, le jour de la principale bataille avec Napoléon, s'associer avec Wellington. Et ça, Napoléon n'est pas au courant de cela. Et il va être très surpris. Ainsi donc, la stratégie de Napoléon, qui consiste à battre une armée puis l'autre, est compromise. D'un côté, les Prussiens de Blücher ne sont pas totalement vaincus et ils ne battent pas en retraite. Et puis Wellington va reculer afin de choisir lui-même le terrain sur lequel aura lieu la grande bataille, un terrain situé près d'un petit village nommé Waterloo. Et c'est là sans doute un coup de maître qui sera déterminant pour l'issue de la bataille. Wellington choisit l'emplacement, le champ de bataille, le terrain de Waterloo. Et on a le sentiment que le simple fait de choisir, d'imposer ce lieu, c'est déjà 90% de la victoire pour lui. C'est la clé de la victoire. C'est la clé de la victoire parce qu'il a remarquablement bien choisi ce site de bataille avec cette crête qui est symbolisée ici par un chemin de crête. Vous avez la ligne noire ici et vous avez une pente. Oh, c'est pas énorme, hein. C'est 10-15 mètres, une pente. Et puis vous avez une contre-pente. Mais ça permet... Donc ceux-là sont tous cachés là. Ils sont cachés pour les troupes françaises qui se trouvent ici à 1 kilomètre. On ne voit rien si ce n'est les canons qui se trouvent toujours à cette époque-là à l'avant de l'infanterie. Donc c'est tout ce qu'on voit. On voit rien d'autre. Napoléon, ce stratège, a bien compris qu'il était face à un piège quand même dangereux, c'est que les autres étaient à l'abri. Il n'a pas compris que c'était un piège. Il n'a pas compris que c'est un piège parce que le piège est très facile à imaginer. Wellington, en fait, a fait un piège comme une boîte. Il a fait le fond de la boîte, c'est la ligne de crête. Il est informé dans la nuit du samedi à dimanche que les Prussiens de Blücher vont venir l'aider de ce côté-ci, ça ferme un côté de la boîte, et de l'autre côté, il va mettre des troupes de réserve de ce côté-ci qui vont commencer à se positionner de cette façon-là avec la grande ferme de Hougoumont dans lequel il va mettre des troupes d'élite, ce sont les Foot Guards, c'est l'équivalent des Marines américains. D'accord, donc ici... La boîte est faite, et là, regardez, le piège est fait, et l'entrée du piège, c'est ici, c'est la Belle Alliance où se trouve Napoléon. L'argument invoqué par Victor Hugo, par Napoléon lui-même, par tant de Français, de la boue, de l'accident météorologique imprévisible. Regardez bien, et là, il a tout à fait raison. La grande batterie qui se trouvait ici, c'est 80 canons. Il faut savoir que Napoléon, c'est un artilleur. Donc, c'est la meilleure artillerie au monde. 80 canons, la portée de ces canons, c'est un petit kilomètre. C'est la distance qui se trouve entre les armées. Donc, à partir tout début d'après-midi, il va y avoir un tir de la grande batterie, mais qui va être inefficace. Et donc, par après, quand Drouet d'Erlon, ici, le corps d'armée de Drouet d'Erlon a attaqué, il s'est retrouvé avec des forces alliées de Wellington qui étaient toujours en bon état de se battre. Mais cette victoire qui était acquise, cette victoire qu'on voulait totale pour la reconquête de l'Empire, elle semble déjà bien compromise. Alors, question, qu'est-ce qui a pu, à ce point, remettre en cause le dogme militaire, la stratégie de Napoléon et ce succès qui semblait écrit? Je vais retrouver le spécialiste de l'artillerie napoléonienne, Patrick Eresman, avec une question, une seule. Pourquoi cette suprématie de l'artillerie française n'a pas joué à Waterloo? Pourquoi les canons de Napoléon n'ont pas triomphé de ceux de Wellington? Patrick, expliquez-moi les munitions à Waterloo, voilà. Les munitions en présence. Alors, tout d'abord, la munition principale qui est tirée par le canon, c'est le boulet de canon. C'est un boulet plein en fonte de fer, il n'éclate pas, il sert comme au bowling à abattre les troupes, à transpercer les cuirasses, etc. On le tire à peu près jusqu'à une distance de 1000 mètres. Voilà, Parce un kilomètre ça quand même. Voilà, Ouais. ça vous détermine en fait la distance qu'il y aura entre les troupes. Hein. À D'accord. Waterloo, à peu près, la ligne anglaise et française était éloignée de 1 km parce qu'ils se mettaient à portée de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un boulet qui est encartouché, c'est-à-dire que c'est la cartouche complète telle qu'on l'introduisait dans le canon. Le boulet est monté sur un sabot en bois, il est tenu par 2 lamelles de fer blanc clouées, et à l'arrière, il y a un sachet qui est rempli de poudre. Un sachet de tissu comme ça? Oui, la poudre, c'est 1/3 du poids du boulet.
Et donc comme ça, on rentre toute la cartouche en un coup et ça permet de tirer beaucoup plus rapidement. Et au moment de la détonation, ça se casse. Et effectivement, quand ça sort de la bouche du canon, en fait les lamelles elles sautent et puis le sabot il tombe par terre et le boulet il continue sa trajectoire tout seul. Patrick, on est à Waterloo, la bataille commence en fin de matinée vers 11h30. On fait donner l'artillerie tout de suite? Oui. La bataille commence par des tirs d'artillerie. Exactement. C'était l'intention de Napoléon. Il avait même prévenu la veille à son quartier général du Caillou. Il avait dit « je vais faire jouer ma nombreuse artillerie avant d'attaquer avec l'infanterie ». Donc c'était son intention. C'est pour ça qu'il a fait établir une grande batterie pour pouvoir tout de suite battre les lignes ennemies avec une grosse artillerie avant de faire attaquer son infanterie. Combien y a-t-il de canons Alors les Français ont à peu près 250 pièces de canons qui sont répartis dans différentes divisions d'artillerie, qui sont associées aux divisions de cavalerie et d'infanterie, plus il y a ce qu'on appelle une artillerie de réserve avec des pièces plus lourdes, des pièces de 12 qui sont sous le commandement direct de l'empereur. Napoléon, dès le départ, a envisagé de mettre sur son aile droite une grande batterie. Lui, il a prétendu que c'était 80 pièces qui étaient censées bombarder les lignes anglaises en face pour permettre d'ouvrir une brèche pour que l'infanterie puisse s'y engouffrer. Le canon, c'est la pièce maîtresse de la stratégie napoléonienne. La France possède les meilleures fonderies d'Europe et forme les meilleurs officiers artilleurs. C'est cette force de frappe qui a permis à Napoléon de gagner toutes ces batailles. Patrick, comment marche un canon de Napoléon? La première façon d'allumer la pièce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le bout de feu. C'est un simple bâton de bois autour duquel on a mis une mèche. C'est une mèche lente qui va brûler lentement et on va pouvoir toucher les toupies et le coup part. Mais si on veut être certain que le coup parte à chaque fois, parce que s'il fait mauvais temps, si c'est humide, etc., peut-être qu'on va avoir des longs feux. Donc pour être certain que le coup parte... les longs feux, la mèche fait long feu. Ben exactement. Oui. Donc pour être certain que le coup parte, on va utiliser autre chose. On plante en terre le bout de feu et on va utiliser ce qu'on appelle la lance à feu, qui est aussi préparée par les artificiers avec une composition fusante. Et donc si je viens, vous voyez, ça crache comme un feu de Bengale. Ah d'accord. Et donc je me tiens comme ça et quand on me dit de faire feu, je viens toucher les toupies. Ça va brûler une dizaine de minutes et là je suis absolument certain que quel que soit le mauvais temps, le coup partira. Alors la mise à feu fonctionne même sous la pluie. Alors qu'est-ce qui a entravé les canons français? Une pluie torrentielle la veille de la bataille de Waterloo. Qu'est-ce que ça va changer après tout? C'est que de la pluie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand on tirait les boulets de canon, voici un exemple de boulet de canon, voici un boulet de 8, donc ça fait 4 kilos, c'est de la fonte pleine, et ce qu'on cherche à faire, eh bien, c'est de tirer à hauteur d'homme et de tirer à ricochet. Donc ça n'explose pas, on fauche les troupes et les chevaux, et si le terrain est suffisamment dur, on va tirer à ricochet, et comme le boulet emmagasine beaucoup d'énergie cinétique, eh ben, entre les rebonds, il a encore suffisamment d'énergie pour continuer à abattre des troupes. Ça, c'est idéal. Là, malheureusement, comme le terrain était détrempé, eh bien, les boulets, ils sont fichés dans la boue, ils ne ricochettent pas. Ah, le boulet ne fuse pas et ne va pas comme ça s'écraser contre les troupes adverses. Exactement. Le boulet se fiche dans la terre, sans rebondir. Exactement. C'est donc cet incroyable concours de circonstances qui va conduire Napoléon à la défaite. Cette pluie torrentielle qui s'est abattue sur Waterloo pendant 2 jours, à la veille de la bataille, a détrempé le terrain. Et les boulets de canon, l'arme la plus performante de l'armée française, ne vont pas rebondir dans la boue. Et sans rebond, ils ne vont pas toucher l'ennemi. Voilà notre grain de sable qui a fait basculer l'histoire de l'Europe. Cette pluie torrentielle, c'est la même pour les Anglais et les Français. Mais il y a une grosse différence, c'est que les Français étaient en position d'attaquant, alors que les Anglais étaient sur la défensive. Et ça a complètement tout changé, notamment pour l'artillerie. Parce qu'effectivement, par un temps comme ça, c'est pas les conditions idéales pour utiliser au mieux l'artillerie. Donc cette pluie, elle va désavantager l'attaquant, et l'attaquant, c'est Napoléon. Exactement. D'accord, la situation offensive a défavorisé l'armée de Napoléon. Ensuite, la stratégie qui consistait à battre une armée puis l'autre n'a pas fonctionné. Et enfin, cette pluie, cet aléa météorologique a neutralisé les boulets de canon qui n'ont pas rebondi comme prévu.
Et si Napoléon avait été surpassé par la stratégie de Wellington qu'il affronte personnellement pour la première fois? Aurait-il sous-estimé la stratégie défensive de son adversaire? Sur le champ de bataille de Waterloo, je retrouve Francky Simon. Il est reconstitutionneur. C'est lui qui a organisé le grand événement Waterloo 2015 pour les commémorations du bicentenaire de la bataille. Là, on est sur le champ de bataille de Waterloo. Et alors, j'ai retrouvé plein de petits trucs comme ça, là, qui affleurent le sol. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est? C'est des pipes, c'est des morceaux de pipes. Il faut savoir que chaque soldat avait sa propre pipe. Et d'où vient l'expression se casser la pipe, ça se cassait très rapidement, à peine tomber, qu'elle se brisait. Et vous en trouvez plein sur le champ de bataille. Voilà, mesdames, messieurs, 2 siècles après, dans les champs de Waterloo, il y a encore des petits morceaux de pipes de soldats cassés. Français, anglais, prussien, on ne sait pas. Normalement, je pense que ça doit être français. Il y a grande chance, ouais. Persuadé de la toute-puissance de son armée, Napoléon ne prend pas en considération les évolutions techniques et stratégiques de l'armée de Wellington. Mais au fond, les Alliés sont-ils aussi faibles que le pense Napoléon? De quelle puissance de feu dispose-t-il vraiment? Les armées sont plus tout à fait les mêmes. Et l'armée britannique a évolué, peut-être un peu plus que l'armée française. Alors ils ont déjà commencé par les fameuses carabines Baker, lion de l'inventeur. Ouais. Donc c'est des carabines à canon rayé. Ils ont une précision monstrueuse, à 200-250 mètres, ils vont faire mouche. Les Anglais à 200-250 mètres peuvent faire mouche. Ils peuvent faire mouche, tandis que aussi bien l'arme de la troupe simple, donc de l'infanterie avec anglaise, les Brown Bess, et le fusil 1777 pour le français, allez à 50 mètres ou 25 mètres, vous ne ferez même pas mouche, quoi. Déjà même à 15 mètres, vous risquez de rater votre cible. Gros déséquilibre, 25 mètres on rate pour les Français et les unités britanniques à 200 mètres arrivent à être précises. Il faut bien se comprendre que c'est quelques unités britanniques, hein. Donc il y a le 95e et les troupes hanovriennes qui sont munies de ça. Par contre, ils vont éliminer tous les officiers. Ça va faire en défaveur des Français évidemment, puisque tous les officiers vont se faire abattre. D'emblée, les Britanniques et les Alliés visent les officiers français. Voilà, les troupes munies de carabines Baker. Est-ce que l'artillerie britannique est à ce point en dessous de l'artillerie française ici à Waterloo? Non, elle est au-dessus de cette artillerie française. Bon, on disait que l'artillerie française c'était tout, que Napoléon devait ses victoires à son artillerie. Ouais. Mais déjà ils avaient évolué. Donc ils avaient commencé les premiers tests des fusées de Congreve, qu'ils ont essayé à employer à Waterloo sans grand succès. Fusées de Congreve, qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est une roquette au fait, hein. C'est une roquette qui part et qui explose. Les Britanniques avaient des roquettes explosives. Explosives, ouais. Et bon, là ça n'a pas été le top. Par contre, où ça a fait vraiment un gros dégât, c'est le shrapnel. C'est le boulet qui est rempli de mitraille et qui explose au-dessus des troupes, quoi. Avec des petites billes. Avec des petites billes, voilà. Ouais. Ça, c'est mortel à des dizaines de mètres. Voilà. Même les chevaux, d'ailleurs, mouraient victimes des chevaux. Voilà, c'est ça. On va parler de Wellington. Wellington, il est positionné par là, les soldats anglais. Sur toute la crête au-dessus. Et les hommes se trouvent donc dans le vallon. Là, Wellington, il a un coup d'avance puisque c'est lui qui choisit le champ de bataille. Alors oui, donc ça a été repéré par Hudson Lowe, qui va être le geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène. Ouais. Donc il est chef d'état-major britannique sur cette terre en 1815. Ouais. Et ils vont repérer les possibilités où on pourrait faire une bonne bataille. Et la bonne bataille, ça va se situer ici, puisque c'est un arc de cercle qui est en hauteur. Parce qu'il a trouvé cet endroit où les troupes alliées pourraient se cadenasser à l'abri des Français. Enfin, il a trouvé que c'était l'endroit idéal. Voilà, tout à fait. Un an avant Waterloo. Avant Waterloo, ouais. Quelle va être la stratégie qu'il va déployer ici pour battre Napoléon? Alors sa stratégie est bien particulière et Napoléon n'ayant jamais combattu contre lui, il ne sait pas exactement sur quoi il s'attend. Soult l'avait prévenu la veille en lui disant il faut faire attention aux troupes anglaises, ils ont une manière typique de se battre. Et Napoléon a dit Saint-Piètre général, ce sera le temps d'un déjeuner. Ouais. Donc, le temps d'un déjeuner. Voilà. Il le méprise. Il le méprise, donc pour lui c'est un mauvais général et ça va être vite réglé, quoi. Par contre, les tactiques anglaises sont vachement mieux élaborées, puisque les Anglais se trouvent derrière les vallons, donc ils sont à la protection des balles et des boulets, et on ne sait pas dire combien il y a d'hommes exactement. Tout le long, toute cette crête-là, tous les Anglais sont derrière les crêtes. D'accord. C'est-à-dire que les Anglais sont allongés, c'est assez nouveau à l'époque, on est vraiment allongé. Oui, tout à fait. Ils sont allongés derrière la crête. Et ils se lèvent. Donc à l'ordre de l'officier, ils vont se lever et vont tirer. Et les Français vont être surpris d'ailleurs de cette attaque, des deux côtés de ce champ de bataille. Donc ici on est sur le champ d'Erlon, et sur l'autre côté, la même chose va se passer, elle est en plus sur leur flanc. Ça veut dire que cette armée française qu'on disait sûre de gagner Waterloo grâce à son artillerie notamment,
eh bien finalement, malgré sa légère supériorité numérique et son artillerie, elle est défaite par des Anglais qui ont été peut-être plus modernes, qui ont évolué plus vite. Oui, ils ont évolué, comme dans toutes les guerres, chaque fois on apprend sur son ennemi à améliorer, et ils l'ont fait. C'est Wellington qui fait gagner les troupes alliées, c'est-à-dire qu'il a pris des choix tactiques et stratégiques qui ont fait reculer les Français. Son ultime victoire, c'était l'arrivée de ces Prussiens. Ouais. Donc lui, il devait tenir bon, quoi. Wellington a placé son armée derrière les hauteurs du plateau du Mont Saint-Jean et les boulets de canon de l'armée napoléonienne n'atteignent pas ses troupes. Et surtout, l'artillerie de Wellington est en réalité beaucoup plus efficace qu'on ne l'imagine. Mais sa stratégie va encore plus loin. Et ça, Napoléon ne le sait pas encore. Wellington attend l'arrivée des Prussiens que l'armée française pensait avoir mis en déroute à Ligny. Des Prussiens qui n'ont finalement pas battu en retraite. Dominique Timmermans va revenir sur le déroulement heure par heure de la bataille de Waterloo avec cette question lancinante. Napoléon aurait-il pu gagner cette bataille ? Le champ de bataille de Waterloo est parfaitement préservé. On peut l'observer depuis cette butte du Lion qui a été élevée une dizaine d'années après la bataille de Waterloo par le roi de Hollande, à l'endroit même où son fils avait été blessé par les troupes françaises. Et j'ai rendez-vous avec Dominique Timmermans. Bonjour. Bonjour. Le matin du 18 juin 1815, matin de Waterloo, l'empereur Napoléon prend son petit déjeuner à quelques kilomètres d'ici, derrière. Il semble désireux de retarder le commencement de la bataille. Pourquoi ? Drouot, donc le commandant de l'artillerie, a suggéré à l'empereur de retarder l'attaque pour permettre à la terre de sécher, parce qu'il a beaucoup plu le 17, et donc la terre est très grasse, et l'artillerie, les boulets ne seront pas efficaces, et pour cette raison, il va demander à l'empereur de retarder. Au lieu d'attaquer à 9 h, l'attaque aura lieu à 11h35. Qu'est-ce que ça change ces 2h30 ? Après coup, évidemment, on peut dire que ça a changé beaucoup parce que si Napoléon avait pu attaquer plus tôt, vraisemblablement, il aurait pu réorganiser son dispositif pour encaisser l'arrivée des troupes prussiennes. Mais la bataille va se dérouler tout autrement, car si les Français ont bien battu les Prussiens à Ligny, ceux-ci sont loin d'être anéantis. Le maréchal Grouchy est chargé par Napoléon de les poursuivre et de les contenir. Mais les troupes de Blücher vont réussir à rejoindre Wellington pendant qu'un corps d'armée prussien retient le maréchal Grouchy. Est-ce qu'il ne pêche pas un peu par orgueil, pensant avoir totalement démantelé les Prussiens, Napoléon ? Oui, tout à fait, c'est sa grande erreur. Je dirais qu'il est trop optimiste et il prend peut-être un peu ses désirs pour des réalités et il croit qu'il n'aura plus affaire aux Prussiens avant un certain temps. Or, le chef d'état-major de Blücher va quand même prendre la décision de se retirer non pas vers l'est sur Namur, mais vers le nord sur Wavre. Et c'est cette décision-là qui est cruciale pour l'issue de la bataille, qui va faire que les Prussiens seront en état d'intervenir sur le champ de bataille de Waterloo, non pas avec un, mais avec 3 corps d'armée. Le terrain qui est détrempé oblige Napoléon à décaler l'assaut de 2h30. Et ce sont ces 2h30 qui vont laisser le temps aux Prussiens de rejoindre l'armée anglaise. Cette tactique qui s'est révélée payante est le fruit d'un accord entre Wellington et Blücher. Prussiens et Britanniques ne sont pas tout à fait de la même culture, pourtant ils sont alliés, ils communiquent, Blücher et Wellington. Oui, grâce à cet échange de messages, que Wellington va savoir que Blücher va venir à sa rencontre. Si Blücher avait dit « je suis incapable de venir vous soutenir », sans doute Wellington se serait replié au nord de Bruxelles. Wellington donc sait qu'il a une supériorité numérique sur Napoléon et il va engager le combat. Alors finalement, est-ce ce maréchal Grouchy que Napoléon avait envoyé repousser les Prussiens qui a commis une erreur ? Est-il responsable de la défaite de Waterloo, comme Napoléon l'en accusera dans ses mémoires ?
Napoléon donne ordre à Grouchy le 17 à 11 h du matin de poursuivre les Prussiens avec 33 000 hommes et une bonne centaine de canons. Il va le faire, mais il a 12 heures de retard sur Blücher. Grouchy ne commet pas l'erreur tragique de mettre trop de temps pour revenir vers Waterloo? Non, quand la bataille commence vers 11h35, 11h45 le dimanche 18 juin, il est à 20 km, donc il entend les canons. Un corps d'armée d'infanterie, à l'époque, par de mauvaises routes, se déplace environ à 1 km 2, 1 km 4. Parce qu'il faut savoir, par heure, oui, un corps d'armée. 1,5 km par heure. Oui, ouais. donc il y a 20 km à faire. L'intervention la plus rapide, avec quelques troupes, il aurait pu arriver sur le champ de bataille vers 23h, 23h30. Effectivement, il était trop tard parce qu'à ce moment-là, la bataille est terminée. La seule différence, c'est qu'il aurait été entraîné dans le désastre. Napoléon Ier, qui jouait là son coup de poker pour reconquérir l'Europe et rétablir l'Empire, va jouer de malchance. Un grain de sable va venir enrayer la machine et la victoire qu'il pensait rapide va en réalité se transformer en une tragique défaite. Car Napoléon avait tout misé sur son artillerie qu'il savait être la plus forte d'Europe. Mais il va être contrarié par un terrible concours de circonstances et la pluie qui s'est abattue sur Waterloo en ce mois de juin 1815 va avoir des conséquences terribles sur la pièce maîtresse de l'armée napoléonienne, l'artillerie. Contraint de décaler son assaut de 2h30, Napoléon va commettre une erreur fatale. L'ultime bataille signe la chute de l'Empire. C'est la débâcle pour Napoléon. Il rentre à Paris et abdique pour la seconde fois. Afin de connaître les circonstances de la retraite de Napoléon, je me rends dans ce lieu exceptionnel qu'est le château de la Malmaison. Après la débâcle, c'est dans la demeure de Joséphine de Beauharnais, son épouse, que Napoléon va vivre ses derniers jours de liberté. J'y retrouve l'historien Dimitri Casali, grand spécialiste du Premier Empire. Comment se passe le retour de Napoléon à Paris et en France? Il quitte le champ de bataille de Waterloo dans quelles conditions, Napoléon? Alors à 21h, 21h30, il comprend qu'il est vaincu, donc il donne l'ordre de la retraite. Après, effectivement, la garde meurt mais ne se rend pas, ça fait un baroud d'honneur absolument magnifique. Les 3 derniers carrés de la garde se sont fait mitrailler à bout portant. Il faut comprendre que Napoléon a perdu pratiquement 100 000 hommes. Et là, il lui reste 3 carrés, les 3 régiments de la garde qui protègent les arrières de l'armée française et qui se sacrifient pour que justement le reste de l'armée puisse se retirer en pleine débandade. Il faut l'avouer, c'est pas une retraite en bon ordre, ça c'est sûr. Débutée le 18 juin à 11h35, la bataille s'achève vers 21h par la déroute française. Très vite, c'est le sauve qui peut. Napoléon s'enfuit pour ne pas tomber aux mains des troupes ennemies. Il parvient finalement à rallier le palais de l'Élysée le 21 juin et il abdique le lendemain en faveur de son fils Napoléon II. Devant l'avancée des troupes de la coalition, il quitte Paris pour rejoindre le château de la Malmaison. Napoléon arrive ici le 25 juin 1815. Dans quel état d'esprit est-il là quand il redécouvre la Malmaison qu'il a tant connue, qu'il a tant aimée? Effectivement, il est complètement abattu, il est amorphe, sonné. Il est accompagné d'Hortense de Beauharnais, sa belle-fille adoptive, qui signale dans ses mémoires qu'il n'arrête pas de pleurer, qu'il fond en larmes pour un rien. Donc il est complètement au bout du rouleau, dépressif, et il se demande ce qu'il doit faire. Il ne sait pas encore, il n'a pas décidé de son avenir. C'est un lieu de souvenir parce qu'il est parvenu ici depuis assez longtemps. Et ici, dans son château de la Malmaison, il a vécu les plus belles heures de l'Empire, de sa trajectoire personnelle d'ailleurs, avant l'Empire même. De 1799 à 1804, il va passer les plus belles années de sa vie, les années les plus heureuses,
où effectivement ce sont les années du grand consulat où il va réformer la France en moins de 4 ans. Il va absolument tout changer et constituer toutes les institutions, les bases de granit sur lesquelles la République d'aujourd'hui est fondée. Donc ici, il va inventer le Conseil d'État, la Légion d'honneur, oui. les préfets, la réforme du lycée, les prud'hommes, le code civil, bien sûr, hein, le code Napoléon. En fait, tout aujourd'hui est parti d'ici. Et pourtant, ce grand réformateur, ce visionnaire, a échoué. La défaite de Waterloo marque la fin de sa puissance hégémonique. Napoléon, le tacticien, Napoléon, le stratège, finalement battu par la pluie et un boulet de canon, incapable de rebondir dans la terre de Waterloo. Waterloo, c'est une bataille particulière dans l'épopée napoléonienne et dans l'histoire du 19e siècle. Tout à fait, parce qu'elle en fait, elle signifie la fin d'un monde et le début d'une nouvelle ère. Il faut bien comprendre que les guerres de la Révolution et de l'Empire, comme on dit en histoire contemporaine, s'achèvent en 1815 avec Waterloo. Il faut savoir que depuis Louis XIV, depuis la victoire de Rocroi en 1643, jusqu'à Waterloo en 1815, la France était la première puissance mondiale. Et là s'achève le rêve d'hégémonie française qui est vraiment vaincu par la perfide Albion, ces maudits Anglais, et qui vont prendre le relais et qui vont devenir à leur tour la première puissance mondiale jusqu'aux Américains en 1914. Le 3 juillet 1815, la capitulation est signée et l'Anglais Wellington exige que la question du régime politique français soit tranchée. Louis XVIII rentre à Paris et il s'installe à nouveau aux Tuileries. Napoléon, lui, part en exil sur l'île de Sainte-Hélène et il mourra presque 6 ans après son arrivée sur ce rocher de l'Atlantique Sud, le 5 mai 1821. Que représente aujourd'hui Napoléon Ier dans l'imaginaire collectif, dans le monde? Pour l'Europe, il est perçu à la fois comme la France hégémonique et impériale, ça c'est sûr, mais aussi comme le diffuseur des idées de la Révolution, une espèce de self-made man, et chaque peuple trouve en lui une qualité qui le personnifie. Par exemple, les Anglais aiment beaucoup l'aspect héros tragique grec. Pour eux, l'histoire de Napoléon, c'est une tragédie qui s'achève à Waterloo avec leur victoire. L'art de la guerre est un art simple et tout d'exécution. Tout y est bon sens et rien n'est idéologie. C'est peut-être le non-respect de cette vérité que Napoléon aimait tant répéter qui causera la défaite du Premier Empire. Après Napoléon, on ne fit plus jamais la guerre de la même façon et la stratégie militaire napoléonienne sera enseignée jusqu'à nos jours dans toutes les écoles de guerre. Waterloo marquera finalement la fin d'un régime, bien sûr, mais aussi la fin d'une époque, la fin de la suprématie française dans l'Europe et dans le monde. Ah oui. Ah oui.